Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes samedi matin, comme tous les samedis matins. C'est le libre journal des controverses. Bien entendu, je salue notre prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker. Il était avec Roland Hureau, l'estimable Roland Hureau, et Raphaël Beslu, directeur de publication de géopolitique profonde. Évidemment, je salue notre ami Arnaud qui a la technique. Il remplace pour la dernière fois Virginie. Elle sera enfin présente après ces 3 semaines de concert. Virginie qui est rockeuse, elle fait du rock avec son groupe. Bon, c'est bien aussi Arnaud, hein. On l'aime bien aussi. Et je salue Patrice qui est au standard. J'attends de votre part, chers amis auditeurs, énormément de commentaires parce que je reçois quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément mais qui a écrit un excellent livre en 2 tomes, en 4 tomes, pardon. Ah, je me trompe déjà, quoi. Les nouveaux tontons flingueurs ou l'autre temps des assassins aux éditions Rinada, Marie-Thérèse Arzelier. On va parler du plan de réinitialisation mondiale. Ce fameux plan de réinitialisation mondiale, ce plan qui a pour objectif de nous imposer l'esclavage. Hein. Il faut se le dire, hein. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ce plan-là veut nous imposer l'esclavage éternel. Dites-moi, chère Marie-Thérèse, vous venez de Marseille? Oui. Pour nous voir. Voilà. Dites-moi, à quel moment vous êtes dit... parce qu'il faut se dire les choses. Les gens, enfin les Français... ne pensent pas que l'État leur veut du mal. Et à quel moment vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui cloche? Alors, au moment où j'ai entendu parler Agnès Buzyn, et là, j'ai eu peur. J'ai eu une grande peur. Non pas du virus, mais des gens qu'elle représentait, ou tous ceux qui allaient nous parler après. J'ai senti qu'il allait nous tomber sur la tête quelque chose de très grave. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais je m'y suis toujours intéressée. Donc, et en biologie aussi. Je me suis toujours intéressée énormément à la biologie. Donc, tout ce que ces gens disaient à propos du virus m'a choquée. C'était des mensonges. Alors, ce virus, évidemment, a été terriblement... On va dire crise sanitaire. Voilà. Maintenant, on va dire, voilà, on a compris, crise sanitaire. Crise sanitaire. Donc, cette crise sanitaire, pour moi, n'avait pas de sens. Bien. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à relever toutes les déclarations des pro-vaccins, des anti-vax. On va dire ça. Injection. Voilà, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Vous savez, chère Marie-Thérèse, nous ne sommes plus en pays libre. Oui, mais ça, j'avais compris. Hein. Voilà. Il y avait longtemps. Donc, ces injections étaient complètement... c'était impossible à croire, tout ce qu'on nous racontait. Et donc, quand j'ai relevé toutes les déclarations, il y en avait tellement que j'ai été submergée. Et au plus j'avançais dans l'écriture de ces déclarations, dans les retranscriptions, plus je comprenais que ça allait très loin. Ça allait beaucoup plus loin que la crise sanitaire. Donc, en fait, tout est lié. Alors déjà, vous avez dit quelque chose de très intéressant, ce que Madame Buzyn représentait. Pour vous, qui représente-t-elle ? Elle représentait tous ceux qui allaient déclencher cette crise sanitaire. Ceux qui allaient... C'est donc, qui ceux c'est-à-dire, disons les noms. Bill Gates, Ursula von der Leyen, enfin tous les... Hein, d'accord. Les Macron et compagnie. Macron, voilà. D'accord. Voilà. Donc, elle représentait tous ces gens et j'avais raison d'avoir peur parce qu'avec tout ce qui nous est arrivé après et ce qui va nous arriver.
C'est-à-dire Parce que que- vous étiez une citoyenne lambda Oui, et vous avez vu que vous avez été une des rares, parce qu'il faut se dire les choses. Parmi les Français, si 10% des Français n'ont pas cru dans le discours de l'État, c'est, je pense, le grand maximum, et peut-être que même que j'extrapole encore plus. Je peux vous dire, pour avoir fait des manifestations, avoir parlé à des gens qui nous regardaient avec des yeux comme ça, là, mais pourquoi ils manifestent ces gens, c'est des fous. Je vous le dis, hein, en tout cas sur Paris. Alors, peut-être que Paris est un tropisme spécifique. Déjà, donc vous avez vu cette pelote de laine, on va dire, et puis vous avez tiré, et vous êtes dit, mais ce n'est pas que le sanitaire. Non. Derrière, il y a un plan mondial. Il y a un plan mondial. Alors, ce plan mondial, c'est le plan de réinitialisation de l'économie, de l'agriculture. De l'école. C'est la mondialisation de D'accord. l'école, ce qui est très grave. Et bon, un peu de tout. Et puis surtout, on veut implanter l'intelligence artificielle. Ce qui fait que pour implanter et faire passer l'intelligence artificielle, on est obligé, malheureusement, de supprimer une partie de la population qui est gênante. Alors, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai qu'on a, il faut le dire, on a supprimé beaucoup de personnes âgées. Et Nées avant-guerre. Nées avant-guerre. Nées avant-guerre, voilà. On les a supprimés, puis on a supprimé d'autres personnes au hasard. Voilà. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il se trouve que en septembre-octobre 2019, j'ai eu la chance, l'extrême privilège, de déjeuner avec Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo, qui est né en 1933, je crois, ça, était excessivement joyeux ce jour-là. Et il est toujours joyeux d'ailleurs. Et à sa mort, 1 an et demi après, j'ai appris par les grands médias que Jean-Paul Belmondo s'était muré dans le silence. C'est-à-dire qu'il a passé la crise sanitaire, les enfermements, etc., il s'est muré dans le silence. Alors je prends l'exemple de Jean-Paul Belmondo, et j'imagine que beaucoup de gens de son âge ont eu cette même attitude. Oui. Alors, les gens se sont murés dans le silence. Alors, parmi ces gens, il y avait ceux qui refusaient de voir la vérité. Donc, ils sont restés dans le déni. Il y avait ceux qui avaient peur de la dire et qui quand même luttaient contre. Parce que le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait des zones en France où il n'y avait pas de décès supplémentaires. Bien sûr. Pas de paralysés. Dont Marseille. Dont Marseille. Et donc, il a envoyé des inspecteurs. Alors, on ne sait pas, on n'a plus parlé de ce qui s'était passé, mais beaucoup de médecins et autres soignants ont fait des placebos au lieu des injections. Bien sûr. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas le nombre de morts escomptés. Mais alors, du coup, vous, à quel moment vous êtes dit, il faut que j'informe les gens, il faut que j'écrive ces 4 livres, enfin que je compile toutes les informations de ces 4 livres. Alors, j'ai pensé faire d'abord le premier, parce que j'avais tellement compilé de déclarations, j'ai dit, tu vas en faire un bouquin. Et puis pour le deuxième, après, le troisième, le quatrième, et le 5e a déjà 410 pages. C'est fou. C'est fou. Et c'est pas fini. Parce qu'on apprend en politique même, on apprend des choses que même moi, je n'aurais pas osé penser. Et d'ailleurs, vos livres s'appellent Les Nouveaux Tontons Flingueurs ou L'Autre Temps des Assassins. Oui. C'est quand même dur comme terme. C'est très dur, mais ce n'est pas moi qui les traite d'assassins. Si j'ai pris ce titre, c'est parce que d'autres, très en vue, les grands, Raoult, Péronne, tout ça, l'ont dit. Ce sont des assassins ? Et oui, je pense, parce que ils ont volontairement tué. Comment appeler des gens qui tuent volontairement ? Bien sûr. Je ne sais pas.
voilà, à part assassin, voilà. Et même un journaliste a dit qu'ils avaient flingué une partie de l'humanité. Est-ce que vous, euh, comment dire, est-ce que vous avez toujours eu un rapport particulier avec les institutions, l'État? Oui. Euh, Moi, Racontez-nous. Alors moi, j'ai été institutrice. Et lorsque j'ai commencé, je n'étais pas normalienne, donc c'est un conseiller pédagogique qui m'a appris à travailler en 2 heures. Et depuis, j'ai suivi ses conseils. Donc, je me suis aperçue après que ça s'appelait la démarche scientifique. Donc, il fait réussir tous les enfants. Si vous saviez les difficultés que j'ai eues pour essayer de la faire passer, parce qu'alors, les enfants réussissent, les maîtres sont libérés, tout le monde est heureux à l'école et personne ne l'utilise. J'ai écrit à tout, donc j'ai eu des rapports avec l'État. J'ai écrit à tous les inspecteurs de l'éducation nationale, j'ai écrit au ministre, même à Madame Macron, qui m'a répondu qu'elle passait le dossier à... Et puis, j'ai plus jamais entendu parler de personne. Hein. Donc, vous êtes dit déjà... Donc, je savais qu'il y avait une arnaque à l'école. D'accord. Et je pense qu'il y a 40 ans, que cette réinitialisation est prévue. Depuis 40 ans. Bien 40 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, les déclarations de Jacques Attali, qui sont une pure horreur. Et alors, Jacques Attali réunit tous les ans des étudiants, je ne sais pas si c'est en Suisse qu'il les réunit, je ne me souviens plus, hein, j'ai tellement écrit de choses, pour leur expliquer que dorénavant, ce sont les élites qui vont gouverner grâce à l'intelligence artificielle et que les autres personnes comme moi, par exemple, on va les effacer. On n'aura plus même le droit de parler. Déjà, on n'a plus le droit de parler. Vous savez, les livres que j'ai écrits, je ne les ai pas fait éditer. L'éditeur qui est là, qui est marqué, c'est quelqu'un de la famille qui m'a dit, si ça marche, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Si ça ne marche pas, il ne veut absolument pas en entendre parler. J'ai connu aussi, pendant les salons du livre, que je fais régulièrement, un écrivain, justement, qui avait écrit l'histoire d'une famille sur son bouquin, et son éditeur avait fini par lui dire « Écoutez, j'ai été menacé, donc je vous renvoie vos livres, je ne veux plus en entendre parler. » Et cet homme faisait le salon du livre à Marseille aussi, tout seul. Son éditeur ne voulait plus en entendre parler parce qu'il avait été menacé, suivi, enfin il était... Voilà. Alors moi, je n'ai pas édité, bien sûr, parce qu'il aurait été censuré. Toutes les déclarations expliquent pourquoi on veut cette réinitialisation du monde. Voilà. Mais du coup, même dans vos salons du livre, vous êtes embêté? Non, parce que... Alors, les gens ont parfois de drôles de réactions. « Ah, c'est un thriller ?» Alors je leur réponds « Oui, mais contemporain. » En 4-5 volumes, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand ils ouvrent le livre, qu'ils regardent, ils le posent comme si ça leur brûlait les doigts. Et puis d'autres sont heureux, ils m'achètent les 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une réaction quand même encore de gens qui ont peur de découvrir la vérité. Oui, mais je pense que moi, j'ai pleuré, je me suis mise en colère, j'ai tout fait pendant l'écriture de ce livre. Ça a été... Mais les gens ne veulent pas avoir peur, ils veulent vivre, bon, comment on appelle ça, pas dans l'ignorance, si vous voulez. Ils veulent ignorer, voilà. Et pour vivre bien, mais je pense que c'est un tort. Pourquoi c'est un tort? Parce que moi, j'ai 2 combats. Hein. J'ai le combat pour la démarche scientifique à l'école, que je mène depuis que j'y travaille. Et j'ai ce combat-là, le deuxième, que je ne pensais pas avoir, je pensais en avoir qu'un. C'est quoi? C'est pour vos enfants? Exactement. Moi,
je préfère vivre recluse et me battre, tant pis, que de voir mes enfants tomber sous une injection qui va Bien les sûr. rendre malades ou les tuer. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, tiens, vos enfants, lorsque vous avez écrit vos livres? Ben, non, ils étaient d'accord que je l'écrive, mais au moment où on a obligé à l'injection, Ils y sont allés. ils ne pouvaient plus. Non, oula. J'ai tout fait pour pas qu'ils y aillent. Je me suis même... en fait, ils voulaient sortir comme tous les enfants. Ils voulaient sortir, on ne peut plus aller là. Et donc, ils avaient pris rendez-vous. Si vous saviez ce que j'ai dit à mes enfants au téléphone, je ne m'en souviens même plus. Je crois que je les ai insultés, j'ai pleuré, j'ai crié. Je leur ai dit, même si vous ne me parlez plus, n'y allez pas. Voilà. C'est pas grave. Et ils vous ont écouté? Ils m'ont écouté. Ah, quand même. Quand même. Ah non, mais... Il y a quand même des enfants qui écoutent. Et voilà. C'est un peu rare, mais ça arrive. Et à ce moment-là, justement, il y avait 3 jours que ma belle-sœur était entrée à l'hôpital. Et quand on m'a dit ce qu'elle avait, j'ai dit, elle est perdue. Je l'ai su tout de suite. Parce que même sans faire des études de médecine, je l'ai étudié quand même, la médecine, toute seule. Voilà. Et il suffit d'apprendre. Hein. Bon. Voilà. Alors, on a... des questions arrivent déjà. Ah, Alors, des questions. en fait, ils ont fait tuer par injection interposée ceux qui pouvaient encore parler de l'histoire récente qu'ils avaient vécue. Ce grand reset et le fameux faire table rase du passé de 1789. Merci, madame. Bon, c'est un commentaire plutôt. Oui, c'est Dites-nous, chère madame, vous avez parlé d'économie. Qu'est-ce qui se prépare sur cette économie? Alors, sur cette économie, je pense que on veut supprimer puisqu'on veut supprimer le passé, on veut supprimer les petits commerçants, notre agriculture, la permaculture. On veut supprimer toutes les petites entreprises qui finalement vivent sainement, si vous voulez. Et puis, on veut supprimer, alors là, c'est le début de la fin, on veut supprimer l'école, telle l'instruction, l'éducation, parce que on dit bien l'école, ça n'est pas la place de l'éducation. Moi, je peux vous dire que oui. On éduque les enfants à la politesse, on éduque les enfants à la réflexion. C'est ce que vous faisiez? Ce que je faisais. J'ai écrit un bouquin qui est à côté, là. Je voulais mener, parce que c'est un bouquin qui, justement, retrace tout ce qu'il faut vivre à l'école. Ben justement, quand vous voyez ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire on impose l'illettrisme, on impose l'éducation sexuelle. Oh, voilà, c'est la fin de tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, d'abord, on n'apprend plus l'histoire, très peu la biologie. On va remplacer l'étude de la biologie par l'éducation sexuelle, petit à petit, on va y venir. Jamais j'ai fait les CP, j'ai fait des CE, j'ai fait les CM, longtemps, plutôt les CE et les CM. Jamais un élève ne m'a posé de questions sur... oui, il se moquait parfois. « Oh, tu as vu maîtresse, comme il s'est coiffé, alors il avait du gel, tout ça. » Et puis le petit garçon était très heureux d'être garçon et bien coiffé et tout. Jamais aucun n'a avancé le fait qu'il aurait voulu être une fille ou une fille qui aurait voulu être un garçon. Jamais. Pas une fois. Vous avez été institutrice combien d'années? 35 ans. Donc vous en avez vu des centaines, des milliers d'élèves? Oui. Et jamais ça n'est arrivé? Jamais. Comment vous l'expliquez qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence? Est-ce que c'est qu'on a mis... Est-ce que déjà c'est les parents qui mettent à la tête des enfants? Est-ce que c'est l'État aussi derrière qui le met à la tête des parents? Alors là, c'est très grave. Dites-nous. Parce que il y a une volonté de transformer
les gens par le transhumanisme. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on est enfant, on va pouvoir changer de sexe. On va pouvoir le décider. Alors, on va pouvoir faire des injections à ces enfants d'hormones. Ça va les tuer, quoi. Ça va tuer leur nature. Et le grave, c'est que c'est fait pour. On veut tuer. On veut tuer quelque chose dans l'être humain. On veut, disons, modifier leurs gènes. Et ça, c'est le pire de tout. Voilà. Et ça s'appelle le transhumanisme. Et donc, Raphaël Cohen, qui est directeur juridique dans le collectif anticorruption, qui est mondial. Et il y en a un dans chaque pays. Corruption, pandémie, meurtre. C'est son titre. Alors, vous voyez, je ne suis pas la seule à les traiter d'assassins. Donc, lui... Dans le micro, chère madame. Oui, excusez-moi. Allez-y. Il explique que, justement, ce sont des crimes contre l'humanité, le transhumanisme, en quelque sorte. Toutes les injections qu'on nous propose sont des crimes contre l'humanité, une atteinte à la dignité humaine, la servitude et le génocide. C'est lui. Hein, il faut le connaître. Lui, alors, quand vous lisez, moi, c'est la vidéo, je l'ai entendu parler, hein, c'est pas un copier-coller. J'ai mis 30 heures pour recopier tout ce qu'il a dit mot pour mot. Il a tout dit. Voilà. Alors, on veut transformer les gens. C'est quoi? En fait, c'est... allez, disons les choses. Est-ce que c'est l'arrivée... est-ce qu'on prépare? Est-ce que ces élites préparent l'arrivée du malin sur Terre? Ah, ça c'est pas mal. Parce que je crois que c'est Marie-Estelle Dupont qui avait dit « Mais où est Dieu dans tout ça ?» Voilà. Marie-Estelle que l'on salue, évidemment. Évidemment. Voilà, et qui, j'espère, m'écoute. Elle nous écoute. Oui. Donc, voilà, est-ce que... Oui, où est Dieu dans tout ça? Et il est où? Alors, il n'est pas chez eux toujours. Hein. Il n'est pas chez ces gens-là, parce que c'est pas possible. Qu'on soit croyant ou pas, quand on est confronté à des gens comme ça, on est confronté au diable, si vous voulez. Moi, j'ai eu des, comment ils appellent, des témoins de Jéhovah, que j'aime bien, finalement, parce que, sans adhérer, j'ai eu leurs enfants à l'école. Donc, j'ai toujours travaillé avec leurs enfants comme avec les autres. Et donc, on est restés liés. Et un jour, ils sont venus et on en a parlé. Et j'ai su qu'ils s'étaient tous fait vacciner, mais eux-mêmes inoculés. D'accord. Pour ainsi dire, tous. Mais je l'ai pas relevé. Je leur ai simplement dit que ceux qui avaient reçu l'inoculation volontairement, pas ceux qui ont été obligés, parce qu'il y en a qui ont vraiment subi des pressions. Comme les soignants, par exemple. Comme les soignants. J'ai dit qu'ils avaient... Vous voyez, je leur ai dit, je suis croyante, mais je ne rentre jamais dans une église, je n'y vais pas, je ne fréquente pas les églises. Mais ces gens-là ont vendu leur âme au diable. Je leur ai fait cette réflexion. Je vous assure, ils se sont décomposés. Et je le pense. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils ont, tous ceux qui ont adhéré sans regret et qui restent dans le déni. Parce que moi, je connais des gens qui m'ont dit, on regrette, on n'ira plus, etc. Ceux qui y sont allés, tout en étant croyants. C'est Faust qui signe en bas de la page et qui vend son âme? Oui, je pense. Je pense qu'on a vendu pour une peur, une certaine sécurité. Oui, mais on a vendu aussi, vous avez parlé tout à l'heure de restaurants, sorties. Oui. En réalité, et c'est ce que cherche le capitalisme, pour du consumérisme. Mais alors, tant que ce sont les jeunes, un jeune n'a pas vécu. On ne peut pas savoir avant d'avoir appris. Donc,
en fait, un jeune s'est laissé avoir par des promesses, c'est compréhensible. Moi, je dis jusque-là, c'est compréhensible. Mais un adulte qui a la capacité de réfléchir, normalement, je n'arrive pas à pardonner. Voilà, c'est pas à moi de pardonner, remarquez. Hein. Je ne les comprends pas. Mais c'est quand même dur. Vous dites, je n'arrive pas à pardonner. Non, mais ça, je vais le retirer. Seul Dieu pardonne. Hein. Oui, c'est pas Voilà. faux. Non, Quoique si, mais l'être humain aussi peut pardonner. Moi, je pardonne pas. Hein. Non. Ni je pardonne, ni je ne comprends pas comment on a pu se faire. Oui, parce que en fait, Voilà. il faut se dire aussi les choses. Les institutions, l'État, les mondialistes, les World Forum Economic, etc. Enfin, tous ces gens, bon, j'en oublie encore. Eh bien, le font avec la complicité de populations, enfin d'une partie des populations. Oui, mais parce qu'on leur promet. On leur promet le meilleur, on leur promet... oui, mais on leur promet, on voit bien que depuis des années qu'on leur promet, c'est jamais bon. Je veux dire, tomber 20 fois, qu'on se fasse avoir une fois, oui, ok. C'est ce que je dis. Mais là, on est dans la 30e fois ou 40e fois, et c'est que soit on est complice, oui. soit on est vraiment très bête, hein, pour le coup. Ça, mais ça, je doute quand même qu'on soit, voilà. Non, mais... Soit on est complice. Voilà. Et ceux qui sont dans le déni sont complices, je pense. Parce qu'il faut se plaindre, il faut parler, il faut se battre, quoi. Mais justement, comment ça se passe avec vos familles? Alors, vous avez parlé de vos enfants, mais est-ce que lors de dîners ou fêtes de famille, vous êtes encore invité? Est-ce que vos proches vous parlent encore? Quelle attitude ont-ils lorsque vous mettez ces sujets sur la table? Personnellement, je ne les mets plus sur la table. Pourquoi? Parce que je veux garder une sérénité et puis je pense que ça ne sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Ça ne sert à rien parce que... Vous pouvez informer vos proches? Ah, mais ils ont été informés. Et ils veulent pas entendre? Ben, écoutez, je les ai informés dès le début. Chacun a fait ce qu'il a voulu. Et puis après, c'est terminé. Je ne veux pas prêcher dans le désert. Hein. Mais ce que je reproche, non, c'est que le fait de ne pas avoir déclaré ce qui était arrivé à ceux qu'on avait inoculés, il y en a peut-être les 2/3 qui n'ont pas pu déclarer à Eudrovigilance ou à Eurovigilance. Donc c'est bien plus que les 200 000 du Figaro. Je pense, énormément. Mais dites-moi, vous ne pardonnez pas. C'est-à-dire que vous ne pardonnez pas aussi aux membres de votre famille? Moi, dans ma famille, une seule cousine m'a traité d'égoïste, de danger pour la société. Une seule. Hein. Les autres ont été un peu plus... Bon, ils ne m'ont pas traité de tout ça. Tout va bien, c'est bon. Mais elle... J'ai cru au départ qu'elle le plaisantait, parce que c'était comme ma sœur. Et puis, à un moment, je lui dis, mais arrête tes bêtises. Alors, elle me dit, mais je plaisante pas. Et puis, je raccroche parce que tu es un danger pour la société, on devrait vous enfermer et vous piquer de force. Et elle a raccroché. Alors là, c'est terminé, vous voyez. Ça, c'est terminé. C'est fou, c'est-à-dire que là, ces gens... Une seule, hein. Une seule. Mais quand même, c'est une seule de trop. Mais ça, elle représente tous les complices, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ces gens ont réussi à diviser les familles. Oui. C'est fou, hein. Oui. C'est comme au temps de l'affaire Dreyfus. Nous, on avait sur notre livre d'histoire deux images, deux dessins de l'époque. Premier dessin, alors, les gens étaient à table, tous de la même famille, et dessous, c'était marqué « On n'en parlera pas ». La deuxième image, ils étaient sous la table, ils avaient fini avec des fourchettes dans le dos, des couteaux, et ils en ont parlé. Vous voyez, c'était extraordinaire. Moi, j'adore l'histoire, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Eh bien, c'était pareil. On était dans la même situation que lors de l'affaire Dreyfus. C'est fou. C'est fou.
Donc du coup, le plan, il a commencé par celui-là, mais j'imagine qu'il a commencé bien avant. Oh, il y a 40 ans, hein. Donc Une à quarantaine 40 ans, d'années. qu'ont-ils commencé à mettre en place? Alors d'abord, après la guerre, les Américains ont récupéré pas mal de scientifiques nazis et ils ont euh, créé des labos un peu partout. Allez, un peu partout. En Ukraine aussi. On va s'arrêter là. Et dans ces labos, il y avait des labos qui trafiquaient les virus, qui augmentaient les virus, etc. Donc, ça a commencé là. Donc, il y a plus de 40 ans. Je pense que... Et petit à petit, l'idée, comme après la guerre, tout s'est reconstruit, les gens étaient optimistes, la médecine faisait des progrès, etc., etc. On voyait tout en rose. Mais la population a commencé à augmenter. Et à un moment, il y a eu des grèves, il y a eu du chômage, il y a eu tout ce... Donc, ils ont pensé qu'il serait bon, à ce moment-là, de créer une économie mondiale qui permettrait de réduire les survivants en esclavage, carrément. Mais pour qu'il y ait des survivants, il faut qu'il y ait des morts. Mais surtout qu'ils ont aussi accéléré par le Oui. biais de la technologie. Parce Oui. que là, on entend parler de l'euro numérique, C'est de ça. l'identité numérique, ce qu'avant ils ne pouvaient pas faire. Bien sûr. Alors, bien sûr, maintenant, ils ont eu les moyens, parce qu'il y a longtemps que c'est sur le tapis. Et puis, on a commencé à créer des téléphones qui, justement, alors vous vivez avec un QR code, un ou deux ou trois QR codes. Voilà. On est obligé, selon. À cause du téléphone. À cause voilà, ils ont commencé à diffuser ça, surtout chez les jeunes, parce que ce sont les jeunes qu'il faut d'abord... On a en plus actuellement là le mouvement des agriculteurs. Vous pensez qu'ils vont gagner les agriculteurs? Je suis devenue assez pessimiste pour le futur de la vie. Ah bon? Oui. Alors, jusqu'il y a 2-3 mois, je l'étais encore. Je continue de me battre, hein. C'est pas un problème. Parce qu'il ne faut jamais baisser les bras, bien sûr. C'est dans ma nature. Mais je pense que si les agriculteurs n'agissent pas autrement, si les enseignants n'agissent pas autrement, si les petites entreprises n'agissent pas autrement, il faut que tout le monde se groupe. Ça n'est pas d'un côté les agriculteurs, de l'autre des grèves d'enseignants, ça n'amènera à rien. Oui, mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans un pays dorénavant divisé où chacun prêche pour sa corporation? Voilà, c'est ça. Chacun essaie de travailler pour lui, ce qui est normal. Mais je pense que là, il faudrait qu'ils se groupent. Il faut faire quelque chose ensemble. Comment on peut le faire? Regardez, dans votre propre famille, voilà, vous Oui. avez eu ce que vous avez eu. Comment des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas, qui ne vivent pas ensemble au quotidien peuvent se regrouper et s'unir? Je me le demande. Je ne sais pas. Il faudrait que... Je me demande. C'est terrible ce qui se passe. C'est quelque chose de terrible et on ne va pas vers le meilleur. Ça sera de pire en pire. Mais bon, quand même, il y a des syndicats. Vous savez que les syndicats, pendant la crise sanitaire, n'ont pas soutenu leurs médecins. Ah non, ça c'est sûr. Ça, voilà. Et moi, c'est à eux que j'en veux. Ah, il y a eu la résistance, parce que je vous dis, beaucoup de médecins ont fait des placebos, ils se sont débrouillés, ils ont été formidables. Hein. Et sans le dire à leurs patients, parce que sinon ils auraient été dénoncés. Vous avez une délation. Vous savez, je vous donne un exemple. À l'époque du pass sanitaire dans les restaurants, par exemple, eh ben, certains restaurateurs ne voulaient pas, je connais, ne voulaient pas utiliser ce pass sanitaire.
je parle de Paris, hein, mais Paris c'est spécial, faut dire les choses aussi, eh bien vous avez des clients qui écrivaient TripAdvisor, tout ça, Google, etc., en disant oui, mon restaurateur refuse de me prendre mon pass sanitaire, il est hors la loi, etc. Ouais. Et les gens, des fois, montraient des fois comme ça le pass sanitaire avant que alors que personne ne lui demande rien. C'est là aussi, alors évidemment, les restaurateurs et certaines professions ont gagné de l'argent, certains malhonnêtes, pas tous, hein, mais certains. Mais en fait, on a tous plus ou moins été, quand j'ai eu c'est-à-dire l'ensemble de la population, plus ou moins, complices. Et ce qui est drôle, enfin c'est pas drôle, mais on nous a appris de tout temps, oui, Vichy, la collaboration, machin, la délation, etc., le Veldiv et tout ce que vous voulez. Ah, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et puis en fin de compte, c'est ce qu'on a fait. On a refait ça. C'est ça. Carrément. Ça vous surprend ? Pas du tout, parce que la nature humaine est ce qu'elle est, et depuis toujours. Il y a eu des délations, il y a eu des vengeances, voilà. Non, c'est normal. Je pense que on peut retomber, chaque fois qu'il y a dictature, on tombe dans la délation. Non ? Dictature ? Ah oui. C'est-à-dire que là... La dictature sanitaire, ah oui. On est en dictature. C'est-à-dire on l'a été. Maintenant, on est conseillé de faire ci, de faire ça. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver à mes livres, hein, ni à moi. Qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous avez... Il y a tellement de secrets. Enfin, je veux dire que j'ai fait le travail d'un journaliste d'investigation. Quelque part, ce n'est pas moi qui ai écrit. Moi, j'ai commenté. Mais ce ne sont que des déclarations. Définition de vaccin, définition d'inoculation, définition... Mais dites-moi, comment vous avez travaillé justement ? J'ai travaillé 6 heures par jour sur ordinateur, parce qu'en fait, comme je faisais des recherches en sciences, tout ça, et puis en histoire, tout ça, et puis là-dessus, je recevais, parce qu'on est pisté quand même, hein, et donc Google m'envoyait ce que je demandais, en fait. Et je recevais des tas d'informations, et puis aussi, j'écoutais des chaînes, voilà. Bien sûr. Alors, des questions. Oh. Vous avez parlé de témoins Jéhovah. J'ai été témoin de Jéhovah pendant quelques années. Oui. Ce sont des chrétiens, mais qui ne détiennent pas la vérité, contrairement à ce qu'ils disent. Par exemple, ils ne croient pas au Saint-Suaire, en la Vierge Marie, au purgatoire. Le paradis ne peut accueillir qu'un nombre limité d'âmes, etc. Des prêtres catholiques ne souhaitent pas baptiser les anciens témoins de Jéhovah. Tiens, je ne sais pas si vous connaissez, à part cette famille-là, je ne pense pas que vous connaissez vraiment ce qu'est les témoins de Jéhovah. Non, et puis la religion n'empêche rien. Elle n'empêche ni d'être mauvais, ni d'être bon, ni d'être réfléchi ou pas. Bonjour madame, globalement c'est le résultat qui compte, la vérité est paradoxale. Si l'éducation aujourd'hui est en train de déconstruire l'actuel système de la République française qui a détruit la France, n'est-ce pas positif pour arriver à une renaissance française réenracinée dans une France profonde, traditionnelle, exemplaire pour l'Europe fédérale des régions. Ce qui tombe, on le pousse. Oui, dans le sens, est-ce que ça ne doit pas tomber, mais est-ce que la façon dont ils préparent ça ferait tomber le système actuel? Non. Je sais pas ce que vous en pensez. La façon dont ils préparent l'éducation. Regardez, parce qu'ils nous disent, la vérité, si l'éducation aujourd'hui est en train de déconstruire l'actuel système de la République française qui a détruit la France, n'est-ce pas positif? Ah, sûrement pas. Sûrement pas. L'éducation s'adresse aux enfants. Les enfants ont toujours été des enfants. Donc, les enfants ne changeront pas. Les enfants grecs ou romains dans l'Antiquité étaient les mêmes que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils demandent... un enfant, c'est malléable. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, le système actuel qui essaie de faire tomber ça, il y est arrivé déjà. Hein. Je pense qu'on y est presque arrivé. Alors, le positif, sûrement pas. La nomination de Kennedy par Trump à la santé ne nous donne pas des raisons d'espérer.
Merci de nous dire toute la vérité, toutes les vérités, y compris celles qui fâchent, mais potentiellement libératrices. Donc du coup, est-ce que la nomination de Kennedy... Et tiens, justement, qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Trump? Est-ce que vous pensez que Trump et Kennedy peuvent être des gens qui arriveront à se débarrasser de l'état profond? Alors, déjà, Trump, avant d'être remplacé par Biden, avait commandé des tonnes d'hydroxychloroquine et de d'ivermectine pour soigner. Bien sûr. Seuls 3 États, sur je ne sais plus combien ils sont, ont refusé. D'accord? Alors déjà, voilà. S'il a nommé Kennedy à la santé, c'est parce que Kennedy a été touché par la disparition de, je pense que c'est sa nièce, et son petit-neveu. Et quand je dis disparition, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Eux, ils étaient... Bien sûr. Voilà. Allez-y, continuez. Ils étaient anti-vax et pro-Trump. Bon, pro-Trump, je ne veux pas m'avancer, mais je constate ce qu'il a fait. Mais est-ce que vous pensez que, justement, je pense. Trump, c'est un peu un rempart contre pense. ces gens? Je pense. Je pense et je l'espère fort. Mais je le pense. Espérons qu'il reste en vie d'ici le 20 janvier. Hein. Voilà. Ce qui est peut-être pas évident. Maintenant. Ah tiens, bonjour. Yes. Où trouvez vos livres? Merci. Alors, il faut... Des nouveaux tontons flingueurs ou putain. l'autre temps des assassins. Marie-Thérèse. Élisée, ici c'est Alors, Élisée. ça, c'est mon nom de jeune fille. D'accord. Donc on dit Marie-Thérèse Élisée, on va dire? Voilà. Voilà. Vous prononcez très bien. Édition Rinada. Voilà. Alors, mes livres, bien sûr, ne sont pas en librairie. Oui. On peut m'écrire sur mon mail. Et Quel est votre mail? j'enverrai. Alors, Marie-Thérèse, tout attaché, sans accent, point, arzelier, @wanadoo.fr. Arzelier, A-R-Z-E-L-I-E-R. Voilà. Donc c'est que par mail. Par mail ou par téléphone, si on veut me joindre, 06 14 32 82 23. Il n'y aura que des gens bienveillants, évidemment, J'espère. s'ils appellent. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, changerai de numéro si jamais. Alors, on comprend bien que madame ne pardonnera pas puisqu'elle ne rentre pas dans une église et prend beaucoup plus en compte ses amis de témoins de Jéhovah. Eh bien, madame, moi, je vous pardonne vos choix. Je n'ai pas dit vos intolérances. Tiens, est-ce que, justement, désolé madame, après tout, c'est un dialogue, c'est pourquoi je me suis permise cette réflexion. Voilà. Est-ce que vous pensez, justement, que voilà, il faut pardonner? Voilà, madame dit, oui, il faut pas être... Il faut pas... Voilà. Moi, non. Je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Je suis croyante, mais je laisse à Dieu le pardon. Bien sûr. C'est tout. C'est par Mais de toute respect. façon, c'est le choix de chacun. Hein. C'est par respect. C'est le choix de chacun. Je respecte les religions, quelles qu'elles soient, mais qu'on ne me demande pas de pardonner à la place de Dieu. Mais en parlant de religion, je remarque que les religions, elles aussi, sont attaquées. Regardez le catholicisme français, l'archevêché français, Notre-Dame. Bien sûr, mais bon. Ça fait partie aussi du plan? Bien sûr. Alors, à quel niveau? J'ai pas vraiment réfléchi à la chose, mais je pense que tout ce qui nous arrive, tout de mal, fait partie du plan. Le plan qui... En fait, allez-y. Je pense que la campagne de vaccination, c'est comme un gros pavé dans l'eau, dans une eau claire. Lorsqu'on jette un pavé, il y a des ondes qui se font autour et qui cachent le fond. Vous voyez? Mais dites-moi... Et donc, le fond, c'est la réinitialisation, le transhumanisme, et on ne le voit plus. Voilà, parce que le premier pavé, ça a été la campagne de vaccination. Mais moi, je vais vous dire, il y a une chose que je trouve folle, mais j'en parlerai après le Bobino.
Merci à vous d'être si nombreux toujours ce samedi matin. Continuez à soutenir Radio Courtoisie pour avoir des émissions libres comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà, soutenez-nous, nous n'avons pas d'annonceurs et c'est pour ça que nous sommes totalement indépendants. Donc moi ce que je trouve fou, c'est que ces gens, chère madame, ils ont réussi à arriver dans toutes les strates de la société, à voir toutes les classes sociales, toutes les couches, tous les métiers. Voilà. Je parle d'épiscopat parce que, évidemment, on nous a dit que M. Macron ne ferait pas son discours à l'intérieur de Notre-Dame. Alors, certes, il fera le 8 décembre, je crois, dans le Parvis, mais pourtant, hier, il a pris son petit micro, il a fait ce discours à l'intérieur de Notre-Dame. Et puis, on a montré un peu l'intérieur de Notre-Dame. Bon, j'ai l'impression que la franc-maçonnerie a réussi à y rentrer, quoi. Je sais pas pour vous. Enfin, je sais pas. C'est... Voilà. Et regardez, on va changer les vitraux. Ah bon ? Oui, on va changer les C'est vitraux. sûr ? Ah oui. Et l'archevêché, elle n'a pas dit non. Voilà. Ben, l'archevêché se corrompt. C'est pour ça qu'il faut rentrer plus dans les églises ? Ah non. Quand je rentre dans une église, je ressens un bien-être. Et pourquoi vous n'y rentrez plus du coup alors ? Je ne vais pas à la messe, c'est tout. Oui, parce que la messe, il faut se dire aussi les choses. Ce sont des prêtres qui ont dorénavant Vatican II. Et je pense que le premier coup des mondialistes, c'est Vatican II. Ah. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est une forme de réforme, un peu comme les protestants. Vous voyez, bon. Mais allez-y, creusez. Creusez, tiens, comme ça, peut-être ça fera le tome 6. Je vais creuser, hélas. Le tome 6 du livre. Allez, questions. Allez-y, continuez à poser des questions. Est-il possible de redonner le mail de l'invité, une auditrice ? Allez-y, votre mail. Alors, Marie-Thérèse, tout attaché, sans accent, point Arzelier, ARZELIER @wanadoo.fr. Voilà. Marie-Thérèse.arzelier@wanadoo.fr. Écrivez-lui et elle vous enverra. Vous verrez avec elle pour ces 4 tomes, ces 4 gros tomes. Donc 6 heures par jour. Oui. Pendant combien d'années ? Eh bien, écoutez, le premier a été imprimé. Alors, c'est le premier ? Oui. Il a été imprimé le 26 novembre 21. Oh, j'ai mis 8 mois à peu près. Le second, alors je ne sais pas où c'est. Je me souviens. En 2022, j'imagine. 22, oui. Le troisième en 23 et le quatrième début 24. Et là, le cinquième qui a déjà 400 pages. 400. C'est-à-dire que là, vous consacrez, pour le coup, votre vie contre ce plan mondial. Oui. Et je n'en ressens pas la fatigue. Avant-hier, j'ai travaillé 7 heures durant, de 5 heures du matin à midi. Sur ce tome 5 ? Non, pour faire un récapitulatif des points importants dont on devait parler aujourd'hui. D'accord. Voilà. Je n'ai pas senti un seul moment de fatigue. C'est le nouveau but de votre vie, quoi. Oui, c'est mon combat, avec celui de l'école. Bravo, parce que beaucoup arrivent à la retraite et puis préfèrent les croisières Costa. Oui, je sais. Vous consacrez votre vie en faveur en tout cas des vôtres, quoi. En faveur de la liberté, de la santé, pour nos enfants. Mais justement, vous venez de la génération du baby-boom. Oui. Vous avez connu les années 50, 60, etc. Oui. Vous avez senti progressivement, entre ces années et aujourd'hui, la façon dont on est allé vers le moins de liberté ? Comment c'était avant ? Tiens. Comment c'était avant ? Alors avant, moi, pour entrer à l'école, je n'ai eu qu'un seul vaccin, la variole.
Mais sans parler de ça. Je vous explique. Bien sûr. Je vous explique. Donc, on avait la liberté, en fait. On rentrait à l'école Oui. avec un seul. Je sais qu'en Allemagne, ils n'en ont qu'un aussi. Oui. Il faut le dire. Et nos enfants en ont plus de 11. Et Déjà rien que ça. Ça aussi, c'est très important parce que le professeur Piron a dit que dorénavant, les vaccins ORL, je crois. Oui. Pas les vaccins ORL. Les vaccins pour enfants, on allait rajouter celui de Covid-19. Mais du coup, oui. Voilà. Et donc, nous, on était libres de ce côté-là. Alors, déjà. Très bien, l'école. Mais d'ailleurs, on vous a instruit. C'était l'époque où on instruisait encore. Bien sûr, oui. Donc, une liberté de travail. Quand j'ai été institutrice, j'ai surtout travaillé donc en ZEP. Donc, j'ai connu des enfants qui venaient d'Asie et qui ne parlaient pas le français. Je les ai eus en classe. J'ai eu des Maghrébins aussi qui parlaient moitié français. Tout se passait très bien grâce à cette démarche. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas agités avant, comme aujourd'hui ? Pas chez moi. C'est-à-dire que vous n'avez pas connu les ZEP dont on parle aujourd'hui, avec des insultes, on voit les vidéos. Au contraire. C'était pas du tout ça. On était aimés par les parents. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui a changé à part, allez, là, on met l'injection de côté, on a compris. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé à part ça ? Alors, ce qui a changé, je pense que c'est le fait que les parents à qui on disait « vos enfants sont nuls », or, il n'y a pas d'enfants nuls. Moi, je les faisais tous réussir. Et je répète, grâce à la démarche. Bien sûr. Je ne suis pas superwoman. Donc, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol. Et puis, on a donné aux maîtres beaucoup moins de possibilités de se défendre. Donc, les enfants, lorsque les enfants voyaient que les maîtres étaient devant eux un peu perdus, parce qu'il ne faut pas être perdu devant un enfant, ils vous testent, les enfants. Dès la rentrée, l'enfant vous teste. Donc, il faut savoir répondre, mais répondre avec philosophie. Si le maître se sent agressé, il va répondre d'une autre façon. Et donc, petit à petit, on a donné des libertés aux parents et aux enfants, peut-être les psys, les avocats, je ne sais pas, peut-être un peu toute cette population. Donc, les parents se sont dressés contre les enseignants. Les enseignants ont été sanctionnés si ils avaient une réponse un peu, vous voyez, un peu forte. Bien sûr. Et tout ceci, tout ceci s'est développé dans le sens où maintenant... Et j'imagine que vous avez vu aussi les nouvelles générations d'enseignants. Vous aviez vu un différentiel entre eux et vous ? Alors, j'ai toujours vu un différentiel entre ceux qui avaient suivi l'école normale, appelée UFM, appelée tout ça. Parce qu'une fois, j'ai fait un stage avec le GFEN, et justement, on nous demandait de parler de notre vie, de notre expérience. Donc, moi, je parle de la démarche scientifique. Et en sortant du stage, une jeune instite me dit « Mais vous travaillez à la carotte. Parce que chez moi, dès qu'il y a quelque chose de bien, je mets un point de plus. Que ce soit oral, que ce soit écrit, pendant les devoirs. Tout ça, c'est une démarche. Donc, les enfants ont toujours des points en plus dans leur c'est quoi, c'est un reproche que vous faisiez ? Je travaille à la carotte. Alors, je lui ai répondu devant tout le monde, parce qu'il y avait un monde fou dans l'escalier. Je lui ai dit, et vous, c'est quoi votre carotte ? Ce ne serait pas votre salaire à la fin du mois ? Elle est partie sans me répondre, mais c'est vrai. Bien sûr. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous étiez institutrice qui n'avait pas été idéologisée par l'IUFM. Non.
Parce que l'IEFM, c'est une école, enfin, une école, c'est pas vraiment une école, Si. c'est une sorte d'école, on va dire, pour les profs. L'IEFM, c'est le nom d'avant, alors, je sais plus quel est le nom aujourd'hui. On l'a appelé l'ESP, maintenant elle n'a plus de nom. Bon. Et donc, en fait, déjà, ça prouve que déjà, j'imagine que la grande réinitialisation a commencé déjà par là. C'est ça. Parce qu'on s'attaque aux enfants. C'est ça. On s'attaque aux enfants. Mais j'imagine que ce IUFM apprend pas aux profs, oui, à s'attaquer, entre guillemets, aux enfants. C'est-à-dire à utiliser une méthode, quelle qu'elle soit. Les méthodes sont nocives. Il y a des enfants qui comprennent tout, ils ont les clés. Et puis vous en avez d'autres qui ne supportent pas les leçons, parce que la leçon ne leur apporte rien. C'est pas ça. L'enfant, ce qu'il veut, c'est découvrir. Et croyez-moi, la démarche scientifique, elle est très cadrée. Ils ont des injonctions, mais au milieu, au centre de ces injonctions, ils travaillent dans une liberté totale. Votre méthode, c'est quoi? C'est un peu comme Montessori? Voilà. Il y a beaucoup de Montessori à l'intérieur, oui. D'accord. Beaucoup. C'est-à-dire que les enfants de mes classes ne sont jamais allés en soutien. Un enfant qui sort en soutien, il est perdu. Il sort de sa classe, on va lui répéter ce qu'il n'a pas compris et il ne va pas comprendre plus. Les enfants, les forts, les faibles, les moyens, les nuls, qu'on dit nuls, travaillent tous ensemble. Et le merveilleux de cette démarche, c'est que ce sont les enfants qui étaient faibles l'année précédente et qui découvrent le plus de choses chez moi. Est-ce que vous remarquez que... moi, je suis de 1981. J'aurais pu vous avoir comme professeur. C'est possible. Et je veux dire, tous ceux qui ont été idéologisés, on va dire, par l'éducation nationale, qui ont eu des professeurs qui ne leur apprenaient pas différemment que ce que demandait l'éducation nationale, vous ne vous posez pas la question de savoir si ceux-là, justement, ceux-là même, ont été soumis aux injonctions de l'État? C'est ça. Ils ont été soumis. Ils avaient une carrière à faire. Nous, moi, en ZEP, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, j'ai eu des inspecteurs extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils me laissaient travailler, mais alors, voilà leur réflexion. Je ne peux pas écrire tant que vous n'avez pas préparé un dossier là-dessus. J'étais jeune, donc il est très difficile de préparer un dossier sur sa démarche. Quand on est jeune, on n'a pas toutes les... on n'a pas tout. Et il m'a dit, tant que vous n'aurez pas un dossier, je ne parlerai pas de ça. Je vais dire que tout va bien, que les relations sont excellentes, les élèves réussissent tous. Je vais dire tout ça sur mon rapport d'inspection. Si je nomme votre travail, si je le décris, on va être sanctionnés, vous et moi. Un inspecteur de l'éducation. Voilà. Ben, ça veut dire que, voilà, comme vous le dites, le plan de réinitialisation a été planifié depuis ces dizaines d'années. On commence par l'école et maintenant, alors c'est une catastrophe. Maintenant, avec la théorie du genre, la sexualité... Vous l'avez vu arriver, cette théorie du genre, à l'école? Ou vous étiez déjà à la retraite? Pas du tout. Pas du tout, parce que je n'ai jamais été confrontée à un enfant qui avait ces problèmes-là. Jamais. Il y avait il y avait elle, il y avait... Bon, alors, souvent, je plaisantais. Je leur disais, dites, faites attention les garçons, parce que les filles vous mènent en bateau. Ce qui est vrai. La fille avait un peu de rouerie, vous savez, de Bien ruse. sûr. Pour que le garçon lui passe un peu des informations. Bien sûr. Mais c'était mignon. C'était mignon. C'était des relations. Alors tout le monde souriait, tout le monde... Jamais je n'ai... Non, franchement, là, j'ai été scotchée. Vous voyez un peu... vous arrive de voir les nouvelles générations? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup de... il m'arrive de voir... Avant, j'allais beaucoup à l'école voir mes amis
Puis ils sont partis en retraite, donc je ne fréquente plus les écoles. Mais bon, c'était pour constater que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ça n'allait pas. Quand dans une classe, vous avez sur 25 élèves, 5 nuls, 5 très moyens, et le reste qui s'accroche, c'est pas bon. C'est que vous travaillez mal. C'est tout. Moi, on m'a des professeurs qui ont vos méthodes me disent le prof d'aujourd'hui, l'instituteur d'aujourd'hui est une sorte de il fait une garderie. Voilà, il garde des enfants en fait comme une sorte de d'animateur. Je pense qu'on leur apprend le minimum. D'ailleurs, Laurent Alexandre, le chirurgien, Oui. qui est pro-vax, mais alors c'est un fou, a dit que de toute façon, dans le futur, l'intelligence artificielle allait remplacer les ingénieurs, les avocats, les architectes, enfin tout, même les animateurs de TV, de radio, enfin tout ça, et que les enfants n'auraient besoin que de savoir lire, écrire et compter. Mais alors lire, non, parce que lire, c'est difficile. Il voulait dire déchiffrer, je pense. Vous savez, Laurent Alexandre, c'est quand même le mec qui veut vivre éternellement dans une clé USB. Voilà, Non, mais ça veut tout dire. Je vais vous le dire, voilà. Oui. On ne se cache pas les choses, chère Non, madame. On n'est pas là pour ça. Voilà, on n'est pas là pour ça. Moi, je pense que c'est l'avènement de l'antéchrist. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est ça. C'est en fait, et je suis persuadé même que ces gens croient qu'ils ont gagné. Et c'est pour ça même, parce qu'ils croient qu'ils ont gagné, qu'ils ont fait cette cérémonie démoniaque des Jeux Olympiques. Ah. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens? Ça m'a horrifié, moi. Parce que moi, je vous l'ai dit, hein, je respecte toutes les religions, mais alors ça, j'ai pas compris encore. Moi, je sais pas comment on peut accepter ça. Je sais pas. Est-ce que vous, justement, en lisant ces livres, en voyant ce que vous voyez, vous vous dites, ils pensent qu'ils ont gagné? Ça, ils le pensent. Ils le pensent depuis 40 ans qu'ils vont gagner. Qu'ils vont ou qu'ils ont gagné? Depuis 40 ans, ils pensent qu'ils vont gagner. Et maintenant, je pense qu'ils ont gagné puisque Macron, etc., Bill Gates, tout ça, nous ignorent. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on espère, tout ce qui se passe est ignoré. Donc, par ces gens. Donc ça veut dire qu'ils se disent, voilà, de toute façon, c'est la on partie. va les laisser parler. Voilà. Ah là là, énormément de... Aïe. Ah, pourriez-vous... Encore le mail. Oh là là. Alors, le mail, marie-thérèse.arzelier... pardon. Oui, c'est ça. Arzelier, oui, excusez-moi. ARZELIIER, c'est ça? Ouais. @wanadoo.fr. Et votre numéro, bah vous le donnez, hein, votre numéro, allez-y. 06 14 32 82 23. Voilà, vous pouvez l'appeler. Je sais que vous êtes bienveillant. Je suis toujours étonné. Ah bah tiens, ça c'est notre dame qui ne comprend pas votre pardon, mais votre nom, pardon. Vous êtes croyante, mais vous n'entrez pas dans une église. N'ayez pas peur, madame, elle ne va pas vous tomber sur la tête. Une église, c'est aussi la foi des constructeurs d'églises au Moyen-Âge. Notre histoire, vous pourriez apprécier l'architecture très belle, même si vous refusez les symboles religieux des époques concernant ces constructions. Aujourd'hui, on ne croit ni au Dieu ni au diable. Est-ce mieux? Les juifs, les musulmans croient. Qui est derrière notre destruction? Les instituteurs de notre époque, je suis né en 1945, étaient tous de gauche. Je pourrais raconter mon histoire triste due à mon instituteur de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors il y a beaucoup de questions. Alors du coup, voilà. Pourquoi, voilà, vous ne rentrez pas. Bon, vous avez expliqué. On va pas se répéter. Mais bon, madame, elle n'a pas compris. Voilà, alors, peut-être que simplement, quand je rentre dans une église, c'est pour un baptême, un enterrement ou un mariage. Et je vais vous dire, je m'y sens très bien. Je suis croyante, je respecte tous les... Qu'est-ce qu'elle a nommé? Les symboles. Les symboles. Ah oui,
Mais je ne suis pas contre ces symboles. J'adore les sculptures, j'adore les vitraux. Bien sûr. Qu'on va changer à Notre-Dame. Alors ça, il faudrait que vous vous en offusquiez plutôt. Bien sûr. Parce que moi, je suis offusquée. On ne doit pas changer les vitraux. Point. Donc après, la question, c'est... C'est... qui est derrière notre destruction? Les instituteurs de mon époque étaient tous de gauche. Oui. Je pouvais... Alors, du coup, voilà. Qui est derrière ça? Exactement. Enfin, par exemple, elle dit qu'elle est née en 45 et ses instituteurs étaient tous de gauche. Bon. Déjà, à l'époque, déjà. Ça veut dire que c'est plus qu'à 40 ans. Ah, mais moi, j'étais de gauche. J'étais institutrice. Et qu'est-ce qui... Êtes-vous toujours de gauche? Et là, je n'aime pas cette gauche. Je peux pas la... Alors, ça ne veut pas dire que je suis de droite. Mais en fait, vous êtes d'une gauche sociale, comme un peu de ouvrière, comme à l'époque, quoi. Comme à l'époque. Je serai comme à l'époque, parce que là non, la gauche, dans ses actes, ses paroles, ça ne me correspond plus. Mais parce que, vous savez, la gauche, et c'est le think tank, enfin, oh là là, je ne devrais pas dire ça parce qu'on est à Radio Courtoisie, pardon, excusez-moi. Il faut être courtois. Pas que courtois, il ne faut pas parler, il faut pas avoir un anglicisme. Ah, donc le club, non, pardon, club, c'est dites-moi, c'est aussi anglais, oh là là. Oh. Bon, on va dire la loge, la loge. Voilà, la loge Terra Nova avait à l'époque juste avant l'élection de Monsieur Hollande, et ils ont permis l'élection de Monsieur Hollande, ils avaient dit, voilà, il faut que nous, à gauche, nous quittions, on va dire, les travailleurs français pour nous calquer sur l'immigration, les banlieues, et le citadin qui est dans l'idéologie progressiste, dans le sens... qui est mariage pour tous et toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont fait changer le logiciel de gauche. Voilà. Et le logiciel aujourd'hui qui est aussi démoniaque, faut le dire. Est-ce qu'on peut dire qui sème le vent récolte la tempête? Totalement. Ça suffit. Et vous savez que, pour la petite histoire, le patron de cette loge Terra Nova, je n'ai plus son prénom en tête, il a été élu député socialiste et on ne sait pas comment, il est mort 6 mois après. Ah, il n'a pas plu à quelqu'un. Peut-être, c'est fort possible. Je pense. Alors, bonjour. Pendant cette sinistre crise sanitaire, le système a traité les enfants en adultes et les adultes en enfants. Il faudrait peut-être dénoncer et redresser les choses. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? De que le système a traité les enfants en adultes et les adultes en enfants. C'est-à-dire, il a pris les adultes pour des ignorants, parce que l'enfant ignore tout ça. Et il a pris les enfants pour en faire des malades, des paralysés, des malheureux. Ils sont malheureux à l'école, ils sont malheureux dans leur vie. Voilà, on ne va pas plus loin. Alors, que reproche M. Borowski à Vatican II? Tellement de choses, mais ça ferait l'objet de plusieurs émissions. Bonjour à toute l'équipe, je suis sans doute hors sujet, mais je pense que l'absence de références religieuses dans l'enseignement public, qui à l'origine garantissait la liberté de penser, obtient comme résultat la production d'élèves incultes et désorientés. Excepté ceux qui arrivent avec des notions religieuses importées d'outre-Méditerranée. La laïcité par le vide n'est pas celle dont je rêve, mais il est difficile de mettre le curseur. Une question. Quelle expérience de l'islam et de ses dérives votre invitée a-t-elle connue dans les zones où elle a enseigné? Je souscris parfaitement au constat sur l'hyperpuissance des parents. Bravo pour l'émission. Est-ce que, tiens, quand vous étiez en ZEP, avez-vous eu des problèmes? Parce que vous m'avez dit que vous êtes des jeunes maghrébins, oui. En plus vous êtes de Marseille. À 70%. À 70%. Oui. Est-ce que vous aviez à l'époque des problèmes avec l'islamisation Pas du tout. Au contraire. Nous étions compris par tous les parents. Je n'ai jamais rencontré aucun problème. Parce que je leur parlais comme ça. Souvent, on me disait, mais maîtresse, toi, parce qu'au CE, attention, hein,
ils sont pointus en réflexion. Toi, tu appelles Dieu et nous, c'est Allah. Est-ce que c'est le même? Alors, ils avaient quand même des questions assez... voilà. Alors, je disais, écoute, je ne sais pas, mais je sais que ce soit Allah ou Dieu, c'est quelqu'un à qui on pense et qui doit nous faire du bien. C'est tout. Et il faut faire... Et qu'est-ce qu'ils vous répondaient? Ils étaient rassurés. C'est tout. Ils étaient rassurés. Mais c'est-à-dire que vous n'aviez jamais eu de parents maghrébins qui vous disaient, madame, oh là là, le porc, par exemple, tiens, est-ce qu'il y avait des problèmes? Il n'y avait pas de problème avec le porc, des choses comme ça? Ah non, non, non. D'ailleurs, personne ne portait le voile, personne, aucun parent. Parfois, ils avaient des robes longues, mais souvent, c'était fleuri, voilà. Non, non, jamais, jamais, jamais. D'après vous, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est la nouvelle génération. Je pense... ceux qui sont arrivés après, et qui étaient, parce qu'on s'est excusé de la colonisation, on s'est beaucoup excusé, alors que tout le monde avait des colonies, personne ne s'est excusé devant leurs colonisés. Nous, oui. Mais finalement, les Français d'aujourd'hui ne sont pas responsables de la colonisation qui s'est passée depuis 1700. Voilà. Bien sûr. Ils ne sont pas responsables. Bonjour chère madame, je vous rejoins par rapport au professeur. Je suis un enseignant en Belgique et cela me révolte. De nos jours, les élèves sont les rois, c'est eux qui doivent rédiger une charte de la classe et décider. Je considère que le respect est la base de l'éducation et aujourd'hui cette valeur n'est plus d'actualité. C'est ça. Alors, normalement, quand on rentrait à la rentrée, on devait produire une fiche qu'on affichait et il y avait les règles de vie à l'école. Moi, je n'en faisais jamais. Et l'inspecteur qui rentrait me voir me disait « Vous n'avez pas la fiche obligatoire ?» Alors je disais « Non, parce que nous, on la vit tous les jours. Le respect, c'est tous les jours. » Quand je parle à un élève, je lui dis « Est-ce que tu peux me passer ce livre, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux aller ouvrir la fenêtre, s'il te plaît ? Merci. » Et même, souvent, les élèves me disaient, à chaque rentrée, « Mais pourquoi est-ce que tu nous dis toujours, s'il te plaît, merci ?» Donc, moi, je dis que la base, c'est ça. C'est le vivre tous les jours. Bah, c'est évident, mais les gens l'ont oublié. Hein. Les gens l'ont oublié. Dites-moi, on va continuer sur... parce que c'est important de parler de l'éducation des enfants, parce que c'est par là que commence la grande réinitialisation. Oui. Et moi, je vais vous dire aussi une chose. Si on touche aussi aux enfants, c'est parce qu'on fera, et on en a déjà fait, des adultes qui ne se rebelleront pas. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est ce qu'il veut, l'État. On en fera des bénis oui-oui, comme nous disait un prof de philo. Mais justement, tiens, je voulais vous poser cette question. Cette génération d'avant, la vôtre, déjà, j'ai remarqué une chose, que dans les manifestations, c'est votre génération qui a manifesté. C'est pas ma génération, c'est la vôtre. Ensuite, est-ce que si ceux qui étaient nés avant-guerre, et peut-être même encore avant, avaient eu 40, 50 ans, voire entre 30 et 50 ans, en 2020, est-ce que ceux-là auraient accepté aussi facilement les injonctions de l'État? S'ils avaient pas 80, 90 ans comme ils ont eu, oui. S'ils avaient eu 30 ans, 40, 50 ans, ceux qui étaient nés avant-guerre, c'est-à-dire que s'ils avaient fait ce plan en 1960, par exemple, est-ce que vous pensez qu'ils auraient accepté? Est-ce qu'ils auraient dit oui, ah oui, monsieur, tenez mon bras? Je ne pense pas, parce que dans les années 60, on était encore dans l'espoir. On était encore dans une vie meilleure, on était encore dans les véritables aides. Voilà. Et on travaillait. Tout le monde, presque tout le monde avait du travail. Hein. Et puis les gens ont connu la vie à la dure. Voilà. Vous avez connu, vous, la vie à la dure aussi? Moi, ma mère a connu la vie à la dure. Et donc, j'ai été élevée comme ça.
si les élèves ne comprennent pas, c'est de ta faute. Si, c'est ce que vous disiez votre mère? Oui. Si tu fais une bêtise, on n'est pas exempt. Hein, tu la répares tout de suite, sinon c'est moi qui le fais. Ça rigolait pas, quoi. Ça rigolait pas. C'était costaud. C'est pas... C'était costaud. Et encore, je dis pas tout. Non, mais elle était très droite. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. Donc, elle a joué les deux rôles. Hein. Crois-moi, c'est pas facile. Mais elle était très, très pleine d'amour aussi. Et je pense que même si on est élevé sévèrement, il faut de l'amour dans la famille. Il faut beaucoup de... Cette éducation, on l'a perdue et malheureusement, du coup, les enfants sont démunis face à l'éducation nationale aussi. Vous savez, j'ai eu, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, j'ai eu un Maghrébin qui avait 2 ans de retard. Il avait fait les baumettes, tout. Alors, chez les mineurs, évidemment. Pas longtemps, un peu. Et 20 ans après, il est venu me dire « Vous nous aimiez tous ». 20 ans après, il est venu me dire ça. Et donc, vous voyez, l'amour, ça compte aussi en classe. Et justement, vous parlez d'amour. Cette société, elle en donne de l'amour? Il n'y en a plus. Je crois qu'on fait semblant de sauver les gens, on fait semblant de les aimer, on fait semblant... Et puis, à côté de ça, on les ignore. Est-ce qu'elle apporte de la haine, cette société? Est-ce que justement, ces gens qui nous gouvernent, qui réalisent cette grande réinitialisation, apportent de la haine? Ils ne peuvent pas apporter autre chose. C'est pas possible. Parce que la haine... Moi, j'ai eu de la haine en écrivant ça. Puis j'ai dit, la haine est destructrice, alors tu vas la transformer en colère et puis en action. Et mon action, ce sont les livres. La haine détruit. Quels sont encore les plans qu'ils veulent mettre en place et que peut-être, on n'en a pas parlé, et peut-être que le public qui nous écoute ne connaît pas? On a parlé de quoi? On a parlé d'éducation, on a parlé de crise sanitaire, d'économie, voilà. De transhumanisme. Voilà. D'agriculture. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres de religion? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres parcelles de la société, d'autres domaines de la société où ils s'engouffrent et peut-être dont on n'a pas parlé et dont on ne sait pas peut-être? Oui. Et dont il faudra se méfier. C'est-à-dire, c'est la conséquence. Allez-y. C'est-à-dire qu'on veut transformer une partie du peuple en esclave. Je pense qu'on veut arriver là. C'est-à-dire qu'il faut la dépopulation. Voilà. Et l'esclavage. La domination, puisqu'on dépeuple, on domine mieux. Et donc, tout ça pour une élite. Pour une élite, oui, qui va nous commander, nous soigner, entre guillemets, soigner. Voilà. Alors, un prof ou un stit doit enseigner et pas éduquer. Quand je dis enseigner, tout enseigner, même si l'histoire dérange. Il faut contextualiser pour faire comprendre et pas anachronique. C'est être anachronique, c'est se donner des arguments quand on n'en a pas pour détourner la réalité, la vérité. Qu'en pensez-vous, madame? Alors, je pense qu'un enseignant est fait pour enseigner, mais que de nos jours, on supprime certains passages de l'histoire. Comment voulez-vous enseigner l'histoire si on vous les supprime? De biologie, on vous les supprime. De philosophie, parce que nous, on philosophait avec les CM et les CE. Moi, je sais qu'on posait un petit problème philosophique et les enfants étaient ravis. Ils parlaient, ils s'exprimaient, on s'écoutait, on se contredisait, tout ça. C'est fini, on ne peut plus. On nous l'interdit. Enfin, on leur interdit. Voilà. Alors, l'éducation, ça s'arrête à la politesse, à la réflexion. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que ça s'appelle éducation nationale, hein, ne pas l'oublier. Bonjour à tous. Une idée de traduction pour club, je proposerais cercle ou coterie. Tiens, pas mal. Votre invitée est institutrice. Comment faisait-elle avec les élèves dont les parents étaient non francophones et dont les sons de la langue maternelle n'étaient pas le français dans les quartiers arabophones? L'enseignement du français par la méthode globale doit être compliqué. Alors, j'enseignais le français par la lecture.
si on ne lit pas et si on n'écrit pas toute la journée, on ne peut pas apprendre à lire, à parler. Quand je leur donnais un devoir après en avoir discuté, ils avaient 2-3 livres par groupe. Ils étaient obligés de lire et d'écrire, puisqu'ils avaient un devoir à faire. Donc, ils relevaient, ils étaient obligés de lire, de tourner les pages. Quand ils avaient fait leur devoir, ils avaient lu, ils avaient écrit. Toute la journée, dans toutes les matières. Alors, au début de l'année, ils faisaient un petit geste avec la main. Maîtresse, ça devient dur d'écrire, parce qu'ils avaient la main qui n'était pas habituée à le faire. Voilà. Donc, c'est par la lecture et l'écriture qu'on apprend à lire et à écrire. Alors, auditrice, nous sommes très nombreux à avoir été de gauche événementiste et avoir rejoint Reconquête. Voilà. Peut-on classer les enfants selon les méthodes pour leur apprendre le plus efficacement possible? Avez-vous rencontré des cas originaux avec lesquels aucune méthode ne fonctionnait? Il n'y a que la démarche scientifique qui fonctionne. Alors, expliquez-nous un peu votre démarche scientifique. Alors, la démarche scientifique, c'est on discute d'un sujet, un petit quart d'heure, du sujet qu'on va travailler. Après, on écrit le sujet du devoir au tableau avec les élèves ou tout seul. Bon. On distribue des livres, les élèves se mettent en groupe, ils ont une feuille chacun. Il est hors de question d'avoir un rapporteur et un secrétaire. Hors de question. Il faut que chacun écrive ce qu'il veut écrire. Après, les enfants viennent au bureau. Moi, je ne bouge pas, je les attends. Ils ont des points en plus sur les bonnes réponses. Et puis, ils retournent, ils travaillent. Je ramasse les papiers, je corrige. Le lendemain, on prépare le résumé ou le devoir au tableau. Et puis, on fait des exercices sur le sujet. En maths ou en français. On en fait beaucoup. Lorsque tout le monde fait à peu près juste, je donne les contrôles. Les enfants n'ont jamais de mauvaises notes. Ils sont valorisés, ils sont heureux. Et il y avait des jours où ils ne voulaient même plus aller en récréation, ils voulaient continuer leur boulot. Et ça ne trompe pas. Et vous étiez en ZEP et vous aviez beaucoup d'enfants d'origine étrangère. Bien sûr. Alors, l'homme n'a pas besoin de leçons, il a besoin de modèles. Lamartine, merci madame. C'est ça. La gauche de mon époque était marxiste, nos grands penseurs de gauche allaient tendre la main à Staline et maintenant ils sont contre Poutine, j'en ai le tournis. Tiens, Poutine, lui aussi, c'est quelqu'un que les mondialistes veulent supprimer. Ben oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que si les mondialistes veulent le supprimer, c'est qu'il n'a pas que des défauts. Il faut se dire ça. La réunification de Trump-Poutine, c'est pour vous une bonne nouvelle? Je pense que c'est la paix, peut-être. Parce que quand M. Poutine a demandé à Zelensky de se mettre autour de la table et de discuter, je crois que c'était à peu près quelques mois après le début de la guerre, Ursula von der Leyen a dit surtout pas la paix. Surtout pas. Pourquoi? Alors, instituteur à la retraite, je souscris sans réserve à ce qui vient d'être expliqué sur la meilleure des pédagogies fondées expérimentalement sur l'écoute et l'observation des élèves avec bon sens. Et surtout, hors des méthodes de pédago-dingo. Hélas, depuis quelques années, cette façon d'enseigner est mission impossible du fait de la surveillance et de la délation crescendo. Le couperet de la doxa tombe alors inexorablement sur le fichier pédago déviant. Ça promet pour la relève, comme le dirait notre cher Nicolas Stocker. Voilà, un ancien instituteur. Oui. Donc, votre livre, il nous reste 2 minutes. Oula. Votre livre, Les nouveaux tontons flingueurs ou L'autre temps des assassins, 4 tomes. Auteur Marie-Thérèse Élisée, édition Rinada. Comment on vous contacte? Alors, par mail ou par téléphone. Alors, donnez que votre mail, là parce qu'après ça va aller sur YouTube, j'ai peur que vous ayez des coups de fil toutes les 3 minutes. Alors, Marie-Thérèse, tout attaché, point Arzelier, ARZELIER,
info@wanadoo.fr. Voilà, et donc contactez madame. Malheureusement, les bouquins ne sont pas en librairie parce que voilà, les libraires, ils sont aussi complices de ce qui se passe. Oui. Et allez-y, vous allez apprendre énormément de choses sur 4 tomes déjà. Et même plus. C'est l'horreur dans toute sa splendeur. Je peux vous le certifier. Merci beaucoup, chère Marie-Thérèse. Merci à vous. Passez une excellente journée et on se retrouve samedi prochain. Allez, salut, ciao. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.